Mais nous ne devons pas oublier un point. Si quelqu'un joue la Troisième Guerre mondiale, c'est Vladimir Poutine. C'est lui qui a commencé la guerre il y a 3 ans et il a amené 10 000 soldats nord-coréens sur le sol européen. Il a aidé les Iraniens avec des programmes nucléaires à lutter contre les Européens et a peut-être même impliqué la Chine. La France en a assez de la Russie et est prête à la changer. Le président français Emmanuel Macron vient de prononcer l'un des discours les plus choquants, non seulement pour le peuple français, mais pour le monde entier. Comme vous pouvez vous y attendre, les responsables russes n'ont pas du tout aimé ce discours. Car le jour même, nous avions des responsables comme Dmitri Medvedev et Sergei Lavrov qui déclaraient publiquement que la Russie ne tolérerait pas les plans de la France. Alors aujourd'hui, passons en revue ce que Macron a exactement dit et pourquoi la Russie est en émoi. Le point le plus choquant du discours était la déclaration de la France sur son arsenal nucléaire. Cette déclaration intervient quelques jours seulement après que les États-Unis ont suspendu leur aide et leur partage de renseignements avec l'Ukraine. Écoutons donc ce que Macron avait à dire sur la dissuasion nucléaire française. Nous devrons faire de nouveaux choix budgétaires et investissements supplémentaires devenus indispensables. J'ai demandé au gouvernement d'agir au plus vite. Ce seront de nouveaux investissements qui nécessitent la mobilisation de la finance privée, mais aussi de la finance publique, sans que les impôts ne soient augmentés. Pour cela, il faudra des réformes, des choix courageux. Notre dissuasion nous protège. Elle est complète, souveraine et française du début à la fin. Depuis 1964, explicitement, elle a toujours joué un rôle dans la préservation de la paix et de la sécurité en Europe. En réponse à l'appel historique du futur chancelier de l'Allemagne, j'ai décidé d'ouvrir le débat stratégique sur la protection, par notre dissuasion, de nos alliés du continent européen. Quand je dis que la Russie était en panique, je le pense vraiment. Sergei Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, a affirmé que les propos de Macron menacent directement la Russie. Permettez-moi donc de souligner l'hypocrisie ici, car la Russie a placé son propre arsenal nucléaire, des missiles nucléaires avec la Biélorussie, et a également modifié cette doctrine nucléaire pour dire que si la Biélorussie est attaquée, alors la Russie utilisera des armes nucléaires sur tout pays qui attaque la Biélorussie. Maintenant que vous savez cela, comprenons ceci. Ce que dit Lavrov, c'est qu'il est parfaitement acceptable que la Russie protège ses alliés, mais lorsque la France y pense même, c'est en quelque sorte une menace pour la Russie. Avant de continuer, si vous pouviez appuyer sur le bouton d'abonnement ci-dessous pour rester à jour avec toutes les actualités géopolitiques comme celle-ci. Commençons. Rendez-le logique. Hypocrisie, c'est ce que je dis. Parce qu'il est également important de souligner ici que Macron ne dit pas qu'il va partager des armes nucléaires avec d'autres pays. Il dit simplement qu'il va avoir la conversation avec ses alliés, plus précisément les alliés européens, pour voir comment la France peut étendre son bouclier nucléaire, sa dissuasion nucléaire, à d'autres pays qui n'ont pas d'armes nucléaires. Pour moi, cela ressemble à une très bonne idée défensive. Et je me demande pourquoi la Russie est si inquiète à ce sujet. Est-ce parce que la Russie prévoit de continuer son invasion bien au-delà de l'Ukraine? Devinez quoi, Macron en parle dans son discours. Alors écoutons cela. La guerre en Ukraine dure maintenant depuis plus de 3 ans. Depuis le premier jour, nous avons décidé de soutenir l'Ukraine et de sanctionner la Russie. Et nous avons bien fait, car ce n'est pas seulement le peuple ukrainien qui se bat avec courage pour sa liberté, mais c'est aussi notre sécurité qui est menacée. En effet, si un pays peut envahir son voisin en Europe en toute impunité, alors personne ne peut être sûr de rien. Et c'est la loi du plus fort qui est appliquée. L'histoire nous a appris que tant que la Russie est encore en vie, la paix ne peut être garantie sur notre continent. En dehors de l'Ukraine, la menace russe est présente et affecte les pays européens. Elle nous affecte. La Russie a déjà fait du conflit ukrainien un conflit mondial. La Russie a mobilisé des soldats nord-coréens sur notre continent et utilisé du matériel iranien, tout en aidant ces pays à mieux s'armer. La Russie, président de Poutine, viole nos frontières pour tuer leurs opposants et manipule les élections en Roumanie, en Moldavie. La Russie mène des cyberattaques contre nos hôpitaux afin de perturber leurs opérations. La Russie essaie de manipuler nos opinions avec des absurdités diffusées sur les réseaux sociaux. Au final, elle teste nos limites. Elle le fait dans l'air, en mer,
dans l'espace et derrière nos écrans. Cette agressivité paraît sans limite. Et la Russie, en même temps, continue de se réarmer, dépensant plus de 40% de son budget à cette fin. D'ici 2030, la Russie prévoit d'augmenter encore son armée, d'avoir 300 000 soldats, 3 000 voitures, 300 véhicules de plus. Qui peut croire dans ce contexte que la Russie, aujourd'hui, arrêtera l'Ukraine? La Russie est devenue, pour les prochaines années, une menace pour la France et pour l'Europe. C'est profondément regrettable. Je suis convaincu qu'à long terme, la paix sera faite sur notre continent avec la Russie une fois de plus. Cependant, c'est la situation actuelle à laquelle nous devons faire face. Les responsables russes aiment faire des déclarations sur la façon dont l'Ukraine a commencé cette guerre, comment l'Ukraine est celle qui risque la Troisième Guerre mondiale, alors qu'en réalité, c'est la Russie qui a pris des mesures pour escalader cette guerre de plus en plus. C'est la Russie qui a impliqué des soldats nord-coréens, faisant de la Corée du Nord le premier pays étranger à mettre des bottes sur le terrain dans ce conflit. En plus de cela, c'est la Russie qui a fait des menaces nucléaires tout au long de cette guerre. Chaque mois, ils ont une nouvelle excuse pour rappeler au monde pourquoi la Russie est une puissance nucléaire, et la Russie n'a pas peur d'utiliser des armes nucléaires. Mais en réalité, nous connaissons tous la vérité. La véritable raison pour laquelle la Russie doit recourir à la menace nucléaire, c'est parce que l'armée autoproclamée deuxième plus puissante du monde perd du terrain en Ukraine et doit mendier de l'aide à la Corée du Nord, à l'Iran et à la Chine. Mais clairement, les responsables russes n'aiment pas faire face à la vérité, car voici ce que l'ancien président Dmitry Medvedev a eu à dire concernant les déclarations de Macron. La Russie est devenue, alors que je vous parle et pour les années à venir, une menace pour la France et l'Europe, dit Macron. Macron lui-même ne pose cependant pas de grandes menaces. Il disparaîtra à jamais au plus tard le 14 mai 2027 et il ne manquera à personne. Je veux dire, c'est un peu fou parce que la Russie prétend être un pays démocratique et maintenant nous avons un président russe qui se moque d'avoir des limites de mandat. Je suppose que c'est parce que Poutine est au pouvoir depuis 25 ans maintenant et que tous les Russes ont oublié ce que signifient vraiment les limites de mandat. En fait, Poutine est au pouvoir depuis si longtemps qu'il se voit maintenant comme un roi. Je suppose que la Russie retourne vraiment à ses racines tsaristes, car récemment, nous avons eu une délégation du Myanmar qui s'est rendue au Kremlin, et dans leur discours à Poutine, ils l'ont appelé un roi, pas seulement un leader de la Russie. Et Poutine était assis là, souriant, plus qu'heureux d'accepter un compliment comme celui-là. Je ne sais pas si c'est un compliment ou un commentaire. À vous de juger après avoir vu la vidéo. Pour autant que je sache, vous dirigez également la Russie non pas depuis 5 ans, ni 10 ans, mais déjà une période de temps suffisante. Il n'est pas seulement le dirigeant d'une nation. Il est le roi de ce pays. Ceci Je mentionne cela car dans la vie, vous pouvez parfois rencontrer quelqu'un d'une vie antérieure. Tout comme un roi, Poutine est si loyal envers ses amis qu'il leur a donné la moitié du pays. Et il est si ouvert à la critique qu'il a commencé à offrir des logements gratuits à tous ses critiques, les goulags. Et tout comme un dictateur, un roi tyrannique, Poutine viole constamment les frontières d'autres pays, assassine des opposants et manipule les élections en Roumanie, Moldavie, Géorgie et de nombreux autres pays. Ici, nous avons le président Macron qui dénonce Poutine devant le monde entier. Écoutons. La menace russe, au-delà de l'Ukraine, est présente et affecte les pays européens, y compris nous. La Russie a déjà fait du conflit ukrainien un conflit mondial. La Russie a mobilisé des soldats nord-coréens sur notre continent et utilise du matériel iranien, tout en aidant ces pays à mieux s'armer. La Russie, le président Poutine, viole nos frontières pour tuer leurs opposants, manipule les élections en Roumanie et en Moldavie. La Russie mène des cyberattaques contre nos hôpitaux pour perturber leur fonctionnement. Elle essaye de manipuler nos opinions avec des absurdités diffusées sur les réseaux sociaux et, au final, elle teste nos limites. Elle le fait dans l'air, dans la mer, dans l'espace et derrière nos écrans. Cette agressivité semble illimitée. Et la Russie, en même temps, continue de se réarmer, dépensant plus de 40% de son budget à cette fin. D'ici 2030, la Russie prévoit d'augmenter encore son armée,
d'avoir 300 000 soldats, 3 000 voitures, 300 véhicules de plus. Qui peut croire dans ce contexte que la Russie, aujourd'hui, arrêtera l'Ukraine? C'est pourquoi il est crucial de stopper Poutine en Ukraine maintenant, là où il se trouve actuellement. Parce que si nous ne l'arrêtons pas maintenant, Poutine continuera d'avancer et il ne s'arrêtera pas. Le monde ne l'a pas arrêté après la Géorgie en 2008, alors il s'est tourné vers la Crimée ensuite. Après la Crimée, il s'est tourné vers Luhansk et Donetsk, puis vers la Moldavie. Si nous ne l'arrêtons pas maintenant, il continuera d'avancer. C'est bien que l'administration Trump recherche la paix, mais la paix ne peut pas venir au prix de la reddition de l'Ukraine car ce ne serait pas une véritable paix. Beaucoup affirment qu'il est aisé de mener une guerre où nous ne nous battons pas. Eh bien, l'autre côté de la médaille est également vrai. Il est facile d'imposer un cessez-le-feu à un pays lorsque nous n'avons pas à vivre avec les conséquences de ce cessez-le-feu. L'Ukraine a subi les conséquences de mauvais accords de cessez-le-feu tout au long de son histoire. Rien que ces 10 dernières années, Poutine a enfreint de multiples cessez-le-feu qu'il avait pourtant signés avec l'Ukraine. Tout ce qu'il utilise le cessez-le-feu pour être de se réarmer, se regrouper et revenir. Cette fois-ci, les choses doivent changer. Face à ce danger, l'inaction serait cauchemardesque. Il est, sans plus tarder, temps de prendre des décisions pour l'Ukraine, pour la sécurité des Français, pour la sécurité des Européens. Pour l'Ukraine, d'abord, toutes les initiatives qui sont menées par la paix sont dans le bon sens, et je tiens à les saluer ce soir. Nous devons continuer à aider les Ukrainiens à résister, jusqu'à ce qu'ils puissent négocier avec la Russie une paix solide pour eux-mêmes et pour nous tous. C'est pourquoi le chemin vers la paix ne peut pas impliquer la reddition de l'Ukraine. Au contraire. La paix ne peut pas être obtenue à n'importe quel prix, surtout sous un dictateur. Elle ne peut pas signifier la capitulation ou l'effondrement de l'Ukraine, ni être réduite à un cessez-le-feu fragile. Et pourquoi? Car nous avons l'expérience du passé. Nous ne pouvons pas oublier que la Russie a commencé à envahir l'Ukraine en 2014 et que nous avons ensuite négocié un cessez-le-feu à Minsk. Et la même Russie n'a pas respecté ce cessez-le-feu. Et nous n'avons pas pu maintenir l'équilibre en raison de garanties solides. C'est à ce moment que les pays européens redoublent d'efforts. L'Europe se rend compte que sans garantie de sécurité appropriée, il n'y a pas de paix à long terme. La Russie continuera simplement à revenir, et c'est exactement pourquoi la France et le Royaume-Uni ont déjà mentionné qu'ils sont prêts à envoyer des troupes sur les territoires ukrainiens pour faire respecter la paix. Ce seront des casques bleus. Voici la déclaration de Macron concernant ces troupes de maintien de la paix. Une fois l'accord de paix signé, nous devons bien nous préparer pour éviter une nouvelle invasion de l'Ukraine par la Russie. Il sera assuré qu'il y aura un soutien continu pour l'armée ukrainienne. Ce sera aussi un développement des forces européennes. Ils ne se battront pas aujourd'hui, ni ne se battront en première ligne. Mais au contraire, une fois l'accord de paix signé, ils seront prêts à en assurer le plein respect. La semaine prochaine, nous nous réunirons à Paris avec les dirigeants des grands pays qui souhaitent prendre leurs responsabilités dans cette affaire. C'est un plan pour un accord solide, durable et vérifiable que nous avons préparé avec les Ukrainiens et plusieurs autres partenaires européens, et que je défends aux États-Unis depuis 15 jours et à travers l'Europe. Pour une raison inconnue, la Russie s'oppose actuellement au maintien de la paix. C'est là que je reviens à cette célèbre citation, quand ils vous disent qui ils sont, croyez-les. Et le fait que la Russie soit toujours publiquement contre tout type de groupe de maintien de la paix, peut-être que cela signifie que la Russie n'est pas vraiment intéressée par la paix. Elle veut juste du temps pour se réarmer, se regrouper et attaquer à nouveau. Le ministre russe des Affaires étrangères l'affirme ici même. Nous ne voyons pas de place pour le compromis. Cette discussion est menée dans un but ouvertement hostile. Ils ne cachent pas pourquoi ils le font. Macron, en particulier, soutenu par Starmer, ils s'apprêtent à emmener Zelensky à Washington. Mais Macron et Starmer estiment qu'il est nécessaire de suspendre les hostilités pendant 1 mois, au moins dans les airs, en mer et en ce qui concerne les installations énergétiques. Pendant ce mois, ils jugent nécessaire de déployer des troupes en parallèle des négociations de paix. Mais si vous déployez des troupes sur un territoire,
Vous ne voulez probablement pas négocier de conditions car vous créez des faits sur le terrain. Il n'est pas non plus très content que Macron dise qu'il va parler à ses alliés de partager le bouclier nucléaire. Comme je l'ai souligné plus tôt, c'est de la pure hypocrisie car la Russie fait la même chose avec la Biélorussie. Mais quand d'autres pays essaient de le faire, ils comparent d'une manière ou d'une autre Macron à Hitler et Napoléon. C'est certainement une menace pour la Russie. S'ils nous considèrent comme une menace, ils organiseront une réunion des chefs d'état-major des pays européens et de la Grande-Bretagne et diront qu'il est nécessaire d'utiliser une arme nucléaire, de se préparer à utiliser une arme nucléaire contre la Russie. C'est bien sûr une menace. En plus de leurs prédécesseurs, qui voulaient aussi lutter contre la Russie, lutter contre Napoléon, Hitler et Macron. Pas très élégant. Parce qu'ils ont dit « Nous devons battre la Russie ». Nous devons battre la Russie? Il veut la même chose, mais il dit que nous devons combattre la Russie pour l'empêcher de vaincre la France et de créer une menace pour la France et l'Europe. Tu sais, il veut... Macron déclare périodiquement avec tant de fierté qu'il appellera Poutine. Nous aurons certainement des discussions avec lui. Il a cette capacité que personne, comme on dit, n'interdit. Au contraire, le président souligne constamment son ouverture à entrer en contact avec tous ses collègues. Cette rhétorique que Lavrov utilise vient directement du manuel du Kremlin. Dévier, déformer, diaboliser sans jamais assumer ses responsabilités. En fait, c'est la Russie qui a d'abord partagé son arsenal nucléaire avec la Biélorussie, un pays non nucléaire. C'est une escalade en soi. Il confie des armes nucléaires à un dictateur instable. Au final, la Russie ne se soucie guère de la sécurité mondiale. En fait, la Russie ne souhaite pas rendre le monde plus sûr, car le but principal de Poutine est de rebâtir l'Empire soviétique. Selon lui, la pire tragédie du XXe siècle a été la chute de l'Union soviétique. Ce n'était ni la Première Guerre mondiale, ni la Seconde Guerre mondiale, ni Staline tuant 20 millions de Russes. C'était la chute de l'Empire communiste soviétique. Cela nous révèle beaucoup sur la mentalité et les buts de Poutine. Le nombre de morts, que ce soit des Ukrainiens ou des Russes, lui importe peu. Il veut entrer dans l'histoire comme quelqu'un qui répare, qui reconstruit l'Empire soviétique. Et c'est exactement pourquoi la télévision du Kremlin, les médias du Kremlin qui reçoivent leurs points de discussion directement de Poutine, sont très satisfaits de la nouvelle que Trump suspend l'aide, suspend le partage de renseignements avec l'Ukraine. Écoutons. Alors, les nouvelles d'Amérique que l'administration Trump suspend l'aide à l'Ukraine n'auront pas surpris Izvestia. Son titre ce matin, il ferme boutique. Les États-Unis pourraient complètement arrêter l'aide militaire à l'Ukraine. Cependant, les relations entre les États-Unis et la Russie évoluent rapidement. Les deux parties ont eu 2 rounds de discussion en Arabie Saoudite et en Turquie. Les préparatifs pour un sommet Poutine-Trump se seraient accélérés. Des rapports médiatiques indiquent que la Maison-Blanche a demandé au département d'État et au Trésor de préparer une liste de sanctions pouvant être assouplies lors des discussions avec la Russie sur l'Ukraine. Le principal résultat de tout cela peut ne pas être seulement la fin du conflit, mais la reconfiguration de tout le système de relations internationales où l'Europe, laissée sans son parapluie américain, sera forcée de trouver un nouvel équilibre dans ses relations avec la Russie, tandis que l'Ukraine devra accepter un rôle marginal, son sort décidé par d'autres acteurs. Enfin, comme vous le savez tous, au cours des 2 dernières semaines, quelques-unes de nos vidéos ont été démonétisées par YouTube pour avoir parlé de sujets sensibles et couvert des événements violents. C'est pourquoi nous avons récemment ouvert les adhésions sur la chaîne, vous permettant de soutenir directement notre contenu. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de le faire. Nous poursuivrons dans la création des vidéos, mais si vous aimez le contenu et pouvez nous soutenir, vous pouvez vous inscrire à une adhésion. Cela coûte moins cher qu'une tasse de café chez Starbucks et c'est grandement apprécié. Plus de 50 000 soldats russes ont disparu sur les lignes de front, et le gouvernement reste silencieux à ce sujet. Pour mettre cela en perspective, ce nombre dépasse le personnel militaire actif de nations telles que la Belgique, le Portugal et Cuba. Dans le but de créer l'image d'un gouvernement attentionné, Vladimir Poutine a récemment signé un décret pour verser 80 000 roubles, soit $810 des États-Unis aux combattants en première ligne et à leurs veuves.
Ce geste ressemble à un coup de publicité, étant donné qu'un grand nombre d'élites combattants sont portés disparus et ne recevront jamais leur compensation. Cela laisse place à l'interrogation. Est-ce juste une autre tentative de Moscou pour dissimuler ses erreurs ? Le sort de ces troupes disparues reste incertain. Il est alarmant de penser que ces soldats, avec des familles et des proches, ont disparu sans laisser de traces. Le manque d'informations de la part des autorités russes soulève plus de questions que de réponses. Que se passe-t-il réellement avec ces troupes ? Sont-ils des prisonniers de guerre ? Ou ont-ils déserté ? Pourquoi le monde ne parle-t-il pas plus de cela ? Pour résoudre ce problème et aider de nombreuses familles russes désespérées, l'Ukraine a lancé l'initiative « Je veux trouver ». C'est un projet créé pour aider les familles russes à retrouver les soldats disparus pendant la guerre en cours. Il fait partie d'un programme plus vaste appelé « Je veux vivre », qui vise à aider les soldats russes à se rendre en toute sécurité. De nombreux soldats russes sont signalés disparus en raison du nombre élevé de victimes dans le conflit. Alors que la Russie rapporte officiellement près de 100 000 soldats tués, des sources indépendantes comme la British Broadcasting Corporation et Mediazona estiment que le nombre de morts pourrait être aussi élevé que 400 000. Au moment de la rédaction, l'état-major ukrainien affirme que près de 823 980 soldats russes ont été tués, blessés ou portés disparus depuis le début de cette guerre meurtrière. Derrière ces chiffres, il y a des familles qui cherchent désespérément des réponses, mais le gouvernement russe n'a fourni aucune aide. Le projet « Je veux trouver » offre un moyen pour ces familles d'essayer de localiser leurs proches. En janvier 2025, plus de 50 000 demandes ont été faites, mais cela ne représente probablement qu'une petite fraction de ceux qui cherchent des soldats disparus. Bohdan Okrimenko, qui dirige le projet, pense que le véritable nombre de soldats disparus est probablement beaucoup plus élevé. Dans une déclaration glaçante, Okrimenko a dit « Beaucoup restent éparpillés dans les champs ukrainiens, leurs restes emportés par des animaux errants. » La Russie ne montre aucun intérêt à les identifier. Ces mots touchent au cœur du problème. Le refus de Moscou de reconnaître l'ampleur totale de ses pertes. Au lieu d'aider les familles dans leurs recherches, les responsables russes ont choisi le secret. En novembre 2023, la vice-ministre de la Défense Anna Siviliova a révélé que 48 000 échantillons d'acide désoxyribonucléique avaient été collectés auprès de familles désespérées de trouver une issue. Les échantillons sont stockés dans une base de données, révélant l'ampleur du nombre de soldats disparus. Pourtant, le gouvernement a fait peu pour partager ses découvertes. Ce manque de transparence de la part de Moscou soulève de sérieuses questions. Pourquoi les autorités cacheraient-elles des informations essentielles aux familles endeuillées ? C'est plutôt simple. La reconnaissance publique de ces pertes pourrait éroder le soutien à la guerre et provoquer des troubles à l'intérieur du pays. Pendant ce temps, le gouvernement ukrainien continue de rapporter la triste réalité sur le terrain. N'oubliez pas d'aimer la vidéo pour diffuser la vérité. Votre soutien contrarie les bots de Poutine qui tentent de nous faire taire. Continuons à développer la communauté ensemble. Le projet « Je veux trouver » met en lumière l'ampleur de cette crise, offrant un contraste frappant avec le silence de Moscou. Chaque demande d'une famille représente une vie non comptabilisée, un nom perdu dans le brouillard de la guerre. Ces enquêtes mettent en évidence l'impact humain dévastateur de ce conflit. Pour beaucoup, l'absence de résolution est intolérable. Les proches attendent, serrant des photos et des souvenirs, espérant des nouvelles qui ne viendront peut-être jamais. Mais le gouvernement russe semble indifférent. En supprimant les chiffres des victimes et en évitant la récupération des restes, Moscou se distancie des conséquences de ses actions. Cette indifférence n'échappe pas aux responsables ukrainiens, comme Okrimenko, qui se demande comment une nation peut traiter ses soldats avec une telle indifférence. La communauté internationale reste spectatrice alors que les pertes de la Russie s'accumulent et que les familles deviennent de plus en plus désespérées. Alors que l'Ukraine offre une bouée de sauvetage grâce à des initiatives comme « Je veux trouver », le silence du gouvernement russe en dit long. Ce silence n'est pas seulement un refus de faire face à la vérité, mais un mouvement calculé pour maintenir le contrôle. La base de données acides désoxyribonucléiques mentionnée par Siviliova donne un aperçu de l'ampleur des soldats disparus. Cependant, la non-divulgation de ces correspondances acides désoxyribonucléiques aggrave la crise. Le refus du gouvernement russe d'agir sur cette information est plus qu'un simple échec bureaucratique. Des initiatives comme « Je veux trouver » peuvent ne pas fournir toutes les réponses, mais elles se présentent comme un phare d'espoir dans un chapitre sombre de l'histoire.
Pour chaque demande qu'il reçoit, il y a une chance d'apporter une mesure de paix à une famille en deuil. Et pour chaque famille qui trouve une conclusion, la vérité devient plus difficile pour Moscou. Mais qu'est-ce qui provoque ces pertes dévastatrices ? La vérité était qu'une combinaison de facteurs a conduit à la crise actuelle. Incompétence au sommet. La direction militaire de la Russie était minée par de mauvaises décisions, comme l'a noté le conseiller militaire britannique Ian Stubbs. C'est l'une des principales raisons des énormes pertes et des troupes disparues qui affligent l'armée en Ukraine. Des stratégies défectueuses, aux systèmes médicaux médiocres et à la corruption. Les hauts gradés russes ont transformé ce qui aurait dû être une force militaire disciplinée en une opération désorganisée et mal gérée, coûtant des dizaines de milliers de vies. Décortiquons les échecs critiques qui ont conduit à cette situation désastreuse. Au cœur de l'approche russe se trouve une stratégie de guerre d'usure. Cette méthode repose sur des chiffres énormes que Moscou semble prête à jeter, envoyant vague après vague de soldats au combat, avec la conviction qu'une main-d'œuvre écrasante écrasera l'ennemi. Cependant, cette stratégie s'est avérée extrêmement coûteuse. C'est une mentalité de chair à canon, où les soldats sont traités comme des actifs jetables et jetés dans le hachoir à viande. Cette approche n'a pas seulement échoué à apporter les victoires espérées par la direction russe, mais a également entraîné des pertes stupéfiantes. L'un des aspects les plus choquants de cette crise est l'incapacité à fournir des soins médicaux suffisants aux soldats russes. Les renseignements militaires et les rapports du ministère de la Défense du Royaume-Uni révèlent de graves retards dans l'évacuation des troupes blessées du champ de bataille, avec des pénuries de médecins et de véhicules blindés, et la menace constante des drones. Les traitements et les évacuations sont non seulement lents, mais aussi incroyablement dangereux. Les soldats doivent souvent attendre longtemps pour recevoir des soins médicaux, ce qui entraîne des taux de mortalité plus élevés. Même ceux qui parviennent à être soignés manquent souvent de soins appropriés en raison du personnel médical mal formé et d'une pénurie constante de fournitures. Le système médical militaire russe, déjà sous pression avant la guerre, a été poussé à bout par le nombre élevé de victimes et le conflit prolongé. Pour les soldats en première ligne, les blessures sont souvent mortelles en raison des blessures par éclat d'obus et des blessures par explosion à leur corps. La situation est si terrible qu'il n'est pas rare que les soldats blessés saignent à mort sur le champ de bataille. Les soldats manquent d'équipement et de fournitures médicales, les forçant à improviser les premiers soins. C'est une réalité cruelle qui met en évidence le manque de préparation et de prévoyance des dirigeants militaires russes. Ajoutant à cette crise notamment l'attitude froide de la Russie lorsqu'il s'agit de récupérer les corps de ces soldats tombés au combat. Selon les responsables ukrainiens, de nombreux corps sont laissés à pourrir dans les champs ukrainiens, emportés par les animaux, parce que la Russie ne montre aucun intérêt à les récupérer ou à les identifier. Le leadership militaire de la Russie a de sérieux problèmes sous-jacents qui découlent de son histoire et de sa culture. Au fond, l'armée est dirigée avec une approche stricte, de haut en bas, où le pouvoir de décision est concentré au plus haut niveau. Cela signifie que les décisions mettent beaucoup de temps à atteindre les soldats sur le terrain. En conséquence, les unités russes ont du mal à s'adapter aux réalités en constante évolution du champ de bataille, laissant les soldats dans une grande désavantage. Pour aggraver les choses, la corruption, la brutalité et la fausse information se propagent dans l'armée, conduisant à de mauvaises décisions et encore plus de chaos. La corruption et la brutalité sont parmi les facteurs les plus affaiblissants de l'armée russe, la rendant moins efficace. Les fonds destinés à la formation, à l'équipement et à la logistique ont été détournés, laissant les soldats se débrouiller seuls. Cette corruption s'étend à tous les niveaux de l'armée, créant un environnement chaotique où les ressources sont mal gérées et le moral est écrasé. Pendant ce temps, la brutalité est utilisée pour contrôler les troupes et les populations occupées. Les soldats russes subissent un traitement sévère de la part de leurs supérieurs, et cette culture de peur et de contrôle se répand dans les rangs. C'est un système qui privilégie l'obéissance, perturbe la capacité des unités à travailler ensemble, et ironiquement motive encore plus les Ukrainiens à résister. C'est un cycle d'incompétence et de cruauté qui sape toute chance de succès militaire. L'état d'esprit agressif de la Russie a également joué un rôle dans ces échecs. Les dirigeants ont sous-estimé la résistance ukrainienne, croyant à une victoire rapide et facile. Cette surconfiance s'est avérée être une erreur de calcul coûteuse.
Selon l'amiral de l'OTAN Rob Bauer, malgré l'augmentation des forces terrestres russes depuis le début de la guerre, leur qualité a nettement baissé. L'accent mis sur la quantité plutôt que sur la qualité reflète un leadership déconnecté des réalités de la guerre moderne. Ces problèmes systémiques n'ont pas échappé au reste du monde. Le ministère de la Défense du Royaume-Uni a publiquement critiqué l'incompétence du leadership militaire russe, le qualifiant de l'un des facteurs clés de leur performance inférieure à la moyenne. Les failles dans le leadership militaire russe ont été révélées lors de la mutinerie du groupe Wagner. Yevgeny Prigojine, le leader du groupe, a ouvertement critiqué l'incompétence des hauts responsables militaires russes avant de lancer un coup d'État éphémère. Bien que la mutinerie ait finalement fait long feu, elle a révélé à quel point le système militaire est pourri. Quand il s'agit de la détresse des soldats russes dans la guerre en cours, le récit prend une tournure sombre. Ils sont démoralisés, sous-estimés et souvent oubliés par leur gouvernement. Ces soldats, un mélange de conscrits, de mercenaires et d'hommes désespérés, mènent une guerre à laquelle beaucoup d'entre eux ne croient pas et ne soutiennent pas. Pour ces individus, le champ de bataille n'est pas seulement un lieu de combat, mais aussi un lieu de désespoir. Contrairement aux soldats ukrainiens, qui défendent leur patrie et ont une véritable raison de se battre, les troupes russes manquent souvent d'une raison claire de se battre. Beaucoup d'entre eux se sentent trompés en participant à la guerre. Comme l'a admis un officier russe, franchement, ils nous ont trompés. Tout ce qu'on nous a dit était un mensonge. Je demanderai à mes troupes de se retirer d'Ukraine. Nous avons des familles et des enfants. Je pense que 90% d'entre nous accepteraient de rentrer à la maison. La frustration est omniprésente. Des rapports de soldats désertant leur poste, et même des émeutes, comme celle notoire à Novosibirsk, montrent à quel point beaucoup sont mécontents dans l'armée russe. Alors que cette tendance alarmante continue de se dérouler, il est clair que les problèmes de l'armée russe vont bien au-delà du simple moral. Ils sont de longue date. Dans le cas de l'incident dans la région de Novosibirsk, 10 soldats ont quitté leur poste et se sont enfuis, certains se dirigeant même vers des zones proches pour échapper à leur situation difficile. Ce ne sont pas simplement des cas aléatoires. Ils font partie d'un schéma plus large. Un mauvais traitement, un manque de soins médicaux appropriés, et un nombre écrasant de décès poussent de plus en plus de soldats à ce point de rupture, cherchant de l'espoir. L'Ukraine pourrait avoir une réponse pour de nombreux soldats russes désespérés. L'Ukraine a créé des projets, comme « Je veux vivre ». Ce projet a été conçu pour encourager les troupes russes à se rendre en toute sécurité et à quitter le front. Initialement perçue comme une tactique psychologique, la ligne d'assistance est devenue une bouée de sauvetage pour des centaines de soldats cherchant une issue. En décembre 2024, plus de 350 soldats russes s'étaient rendus par le biais de la ligne d'assistance, avec plus de 1000 cas supplémentaires en attente. Pour ces individus qui se rendent, il ne s'agit pas seulement de quitter le champ de bataille, il s'agit de récupérer leur humanité. Prenez par exemple le lieutenant russe Daniel Alfiorov, qui non seulement s'est rendu, mais a également amené 11 de ses camarades avec lui. Connu sous le nom d'Opération Barynia, leur reddition a fourni à l'Ukraine des renseignements précieux sur le champ de bataille, tout en offrant à ces hommes une chance de survie. L'histoire d'Alfiorov souligne l'augmentation du nombre de soldats russes préférant la défection à la mort. Pour de nombreux soldats russes, les horreurs de la guerre ne sont pas seulement physiques, mais profondément psychologiques. Denis, un déserteur et ancien assistant opérateur de drones, a décrit ses expériences avec une clarté glaçante. « Je ne peux pas confirmer si j'ai réellement tué un ennemi, mais c'est certainement plus de 1000 personnes. Hanté par ses actions, l'histoire de Denis souligne le coût moral d'une guerre que beaucoup considèrent comme injuste. D'autres ont pris des mesures plus drastiques pour échapper. Yevgeny, un soldat décoré, s'est fait tirer dans la jambe pour quitter le front. Comme des milliers d'autres déserteurs, il vit en cachette, risquant des accusations criminelles en Russie. Ivan, un ex-officier médical, a fui après son enrôlement malgré le risque d'emprisonnement s'il retourne. Il a choisi l'exil plutôt que la complicité. Son histoire n'est pas unique. De nombreux soldats ne voulant pas combattre contre l'Ukraine, mais incapables d'éviter la conscription voient la désertion comme leur seule option. Cette vague croissante de résistance a révélé des fissures au sein de l'armée russe. Même les compagnies militaires privées comme Wagner, autrefois vues comme des extensions loyales du Kremlin, font face à des dissensions internes.
la tentative de coup d'État ratée de Yevgeny Prigojine et la critique publique de Vladimir Poutine par des personnalités comme Georgi Zakharovsky soulignent un mécontentement plus large au sein des forces armées et de l'élite politique de la Russie. La manière dont le gouvernement russe a tenté de reconstruire ses forces militaires n'a fait qu'aggraver les choses. En 2024, l'armée perdait environ 30 000 soldats chaque mois, un nombre stupéfiant difficile à remplacer. Pour combler ces lacunes, ils ont dû compter sur des soldats contractuels et des volontaires. Le problème est que beaucoup de ces recrues ne sont pas correctement formés ou équipés pour le combat. Au lieu de renforcer l'armée, ils luttent juste pour la maintenir en fonction. C'est comme une porte tournante. Des soldats sont perdus, de nouveaux arrivent, mais les remplaçants ne sont pas prêts pour le combat. Ce cycle constant de pertes et de lutte pour remplacer les personnes affaiblit l'armée et la rend moins efficace au fil du temps. Pour ceux qui restent en première ligne, la réalité est sombre. Des véhicules abandonnés, des unités sous-équipées et un manque d'objectifs clairs ont transformé de nombreuses batailles en rencontres chaotiques et mortelles. Plus de 50 000 familles ont tendu la main, désespérées d'obtenir des réponses sur leurs proches disparus dans l'armée russe. Mais au lieu de réponses claires et honnêtes, le Kremlin n'a offert guère plus que le silence et la confusion. À Moscou, derrière des portes closes, les responsables paraissent plus préoccupés par la dissimulation de la vérité que par la souffrance de ces familles. Ils inventent des histoires, esquivent les questions et retardent toute réponse réelle. Pour ceux qui attendent de savoir ce qui est arrivé à leurs fils, frères et maris, ils ont l'impression d'être pris dans un cycle interminable de déni, ne leur laissant que l'incertitude et le chagrin. L'un des aspects les plus frappants de la réponse du gouvernement russe est son effort acharné pour dissimuler l'ampleur de ses pertes. Ils ont tellement verrouillé les chiffres officiels des victimes qu'on dirait qu'ils gardent un secret d'État. Andrei Kartapolov, dirigeant de la commission de défense du Parlement, a admis cela sans détour. Il a dit que ces chiffres étaient des informations classifiées et sensibles. Nous ne souhaitons pas qu'ils se déplacent partout. C'est un rappel brutal et franchement dérangeant de jusqu'où ils sont prêts à aller pour garder la vérité sous silence. Pourquoi la Russie va-t-elle si loin dans ses actions ? La réponse se résume à la peur. Peur de ce qui pourrait arriver si le public découvrait à quel point les choses sont mauvaises. Imaginez l'indignation si l'ampleur des pertes était connue. Ce serait un cauchemar en termes de relations publiques pour le Kremlin. Au lieu d'être francs, ils ont choisi de manipuler l'histoire. Des officiels comme Kartapolov tentent de sauver les apparences en minimisant les morts et en véhiculant l'idée que tout va bien et que la guerre se déroule sans accroc. Mais derrière le rideau, la réalité est tout autre. Les familles des soldats tombés au combat sont laissées dans l'ignorance, désespérées de réponses, tandis que le gouvernement reste silencieux. Pour ces familles, il ne s'agit pas seulement de garder des secrets. Perdre un proche est déjà difficile, mais ignorer ce qui lui est arrivé est une douleur d'un autre ordre. Cela s'apparente à une trahison. Pendant ce temps, le Kremlin s'accroche à son récit de contrôle, espérant que s'ils ignorent la vérité assez longtemps, le peuple le fera aussi. Des familles ont rapporté être bloquées en recherchant des informations. Au lieu de réponses claires, elles font face à des déclarations vagues ou des refus catégoriques d'aborder le problème. Dans certains cas, des familles ont même été menacées ou intimidées pour avoir trop insisté. C'est un contraste frappant avec la manière dont d'autres nations gèrent les pertes en temps de guerre, où la transparence et le soutien aux familles en deuil sont considérés comme des responsabilités de base de l'État. Ce qui rend cette situation encore plus déchirante, c'est l'indifférence apparente du Kremlin à rapatrier les corps de ses soldats disparus. Lors des guerres, les gouvernements s'efforcent généralement de retrouver et d'identifier les soldats tués au combat. Il ne s'agit pas seulement de récupérer des corps. Il s'agit d'offrir un sentiment de clôture aux familles et d'honorer ceux qui ont servi. Mais dans cette guerre, les choses semblent très différentes. Les rapports suggèrent qu'aucun effort n'est fait pour ramener les corps des morts, ou même pour garder une trace des disparus. Dans les zones de combat de l'Ukraine, les fosses communes servent de rappel troublant de cette négligence. La vie de ces soldats semble sans importance, comme de simples chiffres dans une stratégie politique. Pour la Russie, admettre ces pertes serait vu comme un signe de faiblesse. Le Kremlin semble déterminé à éviter cela. Moscou est plus intéressé à protéger son image d'une Russie forte et unie. C'est une grande partie de l'histoire qu'elle veut raconter au monde et à son peuple. Mais derrière cette image soigneusement contrôlée se cache une réalité cruelle. La vie de ces soldats et la douleur de leurs familles sont ignorés au nom de la politique. Le Kremlin a une stratégie pour éviter de parler des soldats disparus, et cela fait partie de quelque chose appelé contrôle réflexif.
C'est juste une façon élégante de dire qu'ils essaient de façonner la façon dont les gens pensent en montrant une image de force et de succès. Ils veulent que les gens croient que la Russie a résisté avec force aux sanctions occidentales, a développé son économie et a uni son peuple sous la présidence de Poutine. Admettre que des dizaines de milliers de soldats sont portés disparus ne correspond pas à cette histoire, alors ils la couvrent. Les médias d'État jouent un grand rôle dans cela. Les médias sont inondés d'histoires de victoires militaires et de fierté patriotique, tandis que tout ce qui concerne les soldats disparus ou tués est passé sous silence. Les familles qui tentent de s'exprimer sont souvent ignorées ou muselées. Au final, ce que les gens voient et entendent est une version de la réalité soigneusement élaborée, et elle est loin de la dure vérité de ce qui se passe. Qu'est-ce que serait la Russie sans un peu de contrôle de l'État et de secret, n'est-ce pas ? Eh bien, la stratégie du Kremlin pourrait aider à maintenir son emprise sur le pouvoir, mais elle a un coût élevé. D'abord, cela affaiblit la confiance dans le gouvernement. Les familles des soldats disparus sont en deuil et en colère. Elles se sentent abandonnées par un système qui privilégie la propagande aux personnes. Cette colère couve sous la surface, et bien qu'elle n'ait pas encore éclaté en une descente généralisée, c'est une bombe à retardement. L'absence de responsabilité démotive les soldats qui continuent de combattre au front. Ils voient comment leurs camarades sont traités, et ne peuvent s'empêcher de se demander s'ils subiront le même sort. Cette frustration croissante contribue aux désertions et à un sentiment général de mécontentement au sein des rangs, un développement dangereux pour une armée déjà aux prises avec un moral bas. Alors que la guerre s'éternise, le désespoir de Moscou a mené à des pratiques étranges, mais pas totalement surprenantes, au vu de l'histoire d'oppression de la Russie. Une de ces pratiques est la campagne de recrutement, qui cible injustement les régions plus pauvres et les populations minoritaires. Les zones rurales et ethniques, comme la Touva et le Daghestan, voient un pourcentage plus élevé de leurs jeunes hommes réquisitionnés. Ces régions sont économiquement déprimées avec moins d'opportunités pour résister à la conscription. Les zones plus riches, comme Moscou ou Saint-Pétersbourg, restent largement intactes, préservant la zone de confort de l'élite politique. Le résultat est un taux de perte profondément biaisé. Les soldats des zones plus pauvres supportent l'essentiel des combats et des pertes, tandis que les classes privilégiées de la Russie observent depuis la touche. C'est un exemple glaçant de l'inégalité économique et ethnique qui se joue sur le champ de bataille. Pour combattre ces lourdes pertes, la Russie a dû compter sur des organisations armées et des contractants comme le groupe Wagner. Ces contractants militaires privés, souvent recrutés dans les prisons, manquent de formation appropriée et de discipline. Le résultat est une armée de soldats de faible qualité, dont le moral est déjà au plus bas. Pour aggraver les choses, il y a eu confirmation de troupes nord-coréennes. Oui, vous avez bien entendu. 10 000 soldats nord-coréens déployés dans la région de Koursk combattant la guerre de Poutine. Dans plusieurs régions russes, la conscription est devenue obligatoire. Les familles indiates que leurs proches sont envoyés au front. Avec une formation minimale, peu d'équipement et aucune garantie de sécurité, les soldats sont traités comme de la chair à canon jetable dans une guerre d'usure. Ces tactiques non seulement conduisent à des pertes stupéfiantes, mais alimentent également une question. Où sont les 50 000 soldats russes disparus ? Certains ont peut-être déserté. D'autres ont été capturés. Mais beaucoup, tragiquement, sont probablement enterrés dans des tombes non marquées ou laissées pour compte. Passons maintenant à l'autre côté du champ de bataille. Malgré son infériorité numérique et son armement initialement plus faible, l'Ukraine a réussi à défier les attentes grâce à des tactiques brillantes et des stratégies innovantes. Voici comment. La créativité de l'Ukraine en matière de guerre a redéfini le combat moderne. Par exemple, le système aérien sans pilote Shark est un outil de reconnaissance multifonctionnel qui a déjà détruit 40 millions de matériel russe. Conçu par l'entreprise ukrainienne Yark Ukrospec Systems, le Shark est un exemple parfait de la manière dont l'ingéniosité peut équilibrer les forces en présence. L'Ukraine a également développé des fusils anti-drones abordables, comme le RG-7 illustré ici, un brouilleur de signal portable qui perturbe les véhicules aériens sans pilote russes. Coûtant 12 000 $, ces fusils témoignent de la capacité de l'Ukraine à innover avec un budget limité. Il y a ensuite le Sea Baby, un drone maritime qui est devenu un cauchemar pour la marine russe. Ce petit drone rapide et indétectable a éliminé plusieurs cibles de grande valeur, y compris des navires de guerre russes et même le pont de Crimée. Il y a seulement 221 000 $ par unité. Il coûte une fraction du prix des actifs navals traditionnels. Alors que la Russie compte sur le nombre, l'Ukraine a misé sur la précision et l'intelligence. Leur utilisation de tactiques de guérilla, couplée à des frappes ciblées, a infligé de lourdes pertes aux forces russes.
La guerre psychologique de l'Ukraine est un autre facteur clé. Des campagnes comme la ligne d'assistance « Je veux vivre » encouragent les soldats russes à déserter, promettant sécurité et même des récompenses. Dans un cas de défection très médiatisé, un pilote russe nommé Maxim Kouzminov a fait défection avec un hélicoptère Mi-8 entièrement armé, gagnant une récompense de 500 000. Ces défections affaiblissant le moral des troupes russes et perturbent leurs opérations. L'approche de la Russie à cette guerre, jetant des soldats non formés dans le hachoir à viande, n'est pas durable. Avec plus de 823 980 victimes et un mécontentement croissant à la maison, la stratégie du Kremlin vacille. Les familles des 50 000 soldats disparus exigent des réponses, et les fissures dans la machine de propagande de Moscou commencent à se montrer. La frustration croissante en Russie augmente le risque d'instabilité politique. Les Russes, surtout ceux des régions pauvres, commencent à questionner les sacrifices exigés d'eux. Cela pourrait-il mener à un mécontentement plus large ? Seul le temps nous le dira, mais les signes montrent que les choses pourraient aller dans cette direction. Le coût humain de la guerre est souvent éclipsé par les stratégies politiques et les ambitions territoriales. Pourtant, les histoires de ceux directement touchés révèlent le véritable prix du conflit. Une mère d'un petit village sibérien a passé plus d'1 an à chercher son fils disparu. Elle a écrit d'innombrables lettres, passé des appels téléphoniques, et même voyagé à Moscou, pour ne recevoir que des assurances vagues que son fils est probablement toujours en vie sur le front. Son histoire déchirante n'est qu'une parmi des milliers, chacune témoignant de l'impact dévastateur des politiques du Kremlin. La gestion par le Kremlin de la question des soldats disparus reflète son approche plus large de la guerre, une stratégie axée sur des gains à court terme et un déni à long terme. Le maintien du pouvoir a pris le pas sur la réponse aux besoins et aux préoccupations de son peuple. Alors que le conflit se poursuit, cette stratégie devient de plus en plus insoutenable. Les fissures dans le masque s'élargissent, aggravant le conflit interne. Bien que le Kremlin puisse supprimer la vérité pour le moment, l'histoire a montré que de telles tactiques réussissent rarement sur le long terme. La crise des soldats russes persiste même après le champ de bataille. Ceux qui survivent se retrouvent souvent abandonnés par le système qui les a envoyés combattre. Les vétérans ukrainiens ont fait face à la stigmatisation, des soins de santé insuffisants et peu d'opportunités, beaucoup se demandant si leurs sacrifices étaient justifiés. Comme le déplorait un soldat, nous avons été exploités puis abandonnés, envoyés à la mort en vain. Ce sentiment de trahison s'étend aux familles, qui pleurent leurs proches disparus, tout en luttant contre l'indifférence du gouvernement.